Nouvelles héroïnes. J'ai envie de briller, j'ai envie d'être reconnue, j'ai envie qu'on m'écoute. Nouvelles héroïnes. N'aie pas honte de qui t'es, n'aie pas honte de ce que tu vis, n'aie pas honte de tes faiblesses, de tes vulnérabilités. Et accepte, et en acceptant, tu trouveras la force de mettre en place des choses pour aller mieux et tu transcenderas toutes tes limites. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Pour moi, ces rêves vont être ton moteur pour accepter du coup toutes les facettes de ta personnalité. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui vient de finir le GR20 toute seule et le Tour de France avec 0 € en poche. Elle s'appelle Léa Vigier. Tu l'as peut-être vue dans la rue, près de chez toi, avec sa pancarte en carton. Elle a traversé la jungle, gravi des montagnes très très hautes. Elle a eu peur, elle a eu mal, mais elle n'a jamais vraiment arrêté de chercher. Pas seulement un trésor caché dans la forêt, non. Léa a aussi traversé une tempête dans sa tête. Et si son histoire ressemble à un tourbillon de la vie, je suis heureuse de te la présenter pour qu'elle t'apprenne comment elle a appris à écouter son corps, à se faire confiance et à grimper sur les plus hauts sommets, toujours avec le sourire. Alors on respire un bon coup, on tend l'oreille et on part à l'aventure avec Léa. Nouvelles héroïnes. Bonjour Léa, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, est-ce que, pour commencer cette interview, tu peux me donner un mot pour qualifier ton enfance, ton adolescence et aujourd'hui ? Alors, mon enfance, je vais dire sereine. Mon adolescence, explosive. Et aujourd'hui, construction. Dans quel environnement as-tu grandi ? J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne. Une enfance heureuse. On avait un appartement au rez-de-chaussée dans le centre-ville. Donc, on était dans une petite résidence. Je pouvais facilement aller jouer avec mes copines qui habitaient aussi dans la résidence. Je faisais du roller. Je m'amusais bien. Je créais des petits business au sein de chez moi dès que j'étais petite. Par exemple, je proposais des services. C'est un très mauvais exemple pour les personnes qui écoutent, mais je proposais mes services, mais pour 10 centimes. Je disais, maman, est-ce que tu as envie d'un massage ? C'est 15 centimes. Donc voilà. J'ai créé pas mal de poèmes depuis petite. Quand tu étais petite, t'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais peut-être des 10 ans, quoi. Oui, donc tu étais déjà prémisse pré-ado. Ouais. Et puis adolescence, un groupe d'amis très soudés, qui sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui, où on a découvert la vie ensemble. C'était cool, c'était super. T'avais des frères et sœurs ? Oui, j'étais la petite dernière. Donc j'ai un grand frère qui a 12 ans de plus que moi et une grande sœur qui a 7 ans de plus que moi. Donc je faisais partie d'une fratrie, mais j'ai plutôt vécu peut-être une enfance de fille unique. Parce que comme il y avait 7 ans de différence avec ma sœur la plus proche de moi, et qu'elle est partie à 18 ans, du coup j'ai vécu beaucoup seule avec mes parents. Et je t'ai pas demandé les métiers de tes parents ? Ouais, donc ma maman, elle travaillait dans la téléphonie chez SFR, en responsable produit. Et mon papa, il travaillait dans les services généraux dans une grosse boîte qui s'appelait ArcelorMittal. Je me souviens quand j'étais petite, je disais mon papa, c'est la concierge d'une grosse boîte. Parce que je comprenais pas le mot services généraux et en fait, c'est qu'il s'occupait que tout se passe bien dans l'immeuble et de bien gérer avec toutes les entreprises de services. Donc ça peut être le ménage, la plomberie, le chauffage, pour que tout se passe bien dans l'immeuble de l'entreprise. C'est drôle parce que là, depuis le début,
tu parles donc de ce que tu as fait, tu écrivais des poèmes, tu faisais déjà des petits business. Alors, juste une petite note, c'est que Kelly Massol a aussi fait des petits business et elle vendait des massages à son grand-père. Ouais, elle a commencé comme ça quand elle est... Donc, tu as un gros point commun avec Kelly Massol. Elle a commencé comme ça. Et je crois que Lena Situation aussi, elle était obligée, parce que sa maman lui transmettait une éducation financière, de vendre des petits objets, etc., pour acheter des livres et pour pouvoir acheter des livres ou des bonbons, etc. Donc, il y avait déjà cette petite âme de business. Ce qui est drôle, c'est que tes parents n'étaient pas forcément dans un univers entrepreneurial, business, et tu avais cette envie de faire du business déjà à 10 ans. Tu penses que ça te venait d'où ? Je sais pas. Mais en tout cas, dès que j'avais 8 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire, soit je disais présidente de la République, soit chef d'entreprise. Donc, dès petite, j'avais une ambition qui était forte et j'avais envie de faire des choses par moi-même, de monter des projets. Quand j'avais 12 ans, je montais des espèces de restaurants chez moi, où je préparais tout, et avant que ma famille aille à table pour le restaurant, ils allaient dans ma chambre, et dans ma chambre avec mes copines, on avait fait des bracelets, etc., et on leur vendait. Ah, t'avais réinventé le Club Med, en fait. T'avais les bracelets. mais ouais, donc je pense que ça m'amusait, mais c'est vrai que j'avais personne dans ma famille qui avait fait de l'entrepreneuriat, qui avait monté de boîte. Donc, je pense que c'était vraiment parce que j'avais envie de m'occuper, peut-être un côté créatif. Il y a personne qui m'a vraiment influencée sur ça. Et tes frères et sœurs, parce que comme ils étaient plus grands, peut-être qu'ils se lançaient dans des études de commerce, non ? Non, mes frères et sœurs, mon frère, il est allé dans le milieu de l'ingénierie médicale, et ma sœur, médecin, elle était dans les urgences. Donc, vraiment... Rien à voir. Rien à voir. Et en plus, on est dans les années 90, début 2000, donc il n'y a pas encore de modèle, on n'est pas encore les réseaux sociaux, tu n'as pas vraiment de modèle qui s'affiche à toi. Et ce qui est aussi très drôle, c'est que je t'ai demandé effectivement de me parler de ton enfance, mais tu n'as pas encore prononcé le mot école. Du coup, tu avais quel rapport avec l'école ? Donc, j'avais des bonnes notes à l'école. Ça, je pense que c'était lié au fait que j'avais un grand frère et une grande sœur qui avaient bien réussi, qui avaient fait des belles études. Et donc, j'avais envie d'être à la hauteur. Tu te mettais une pression ? Très grosse pression. Et d'autant plus que j'étais la petite, mais de beaucoup d'années. Donc, j'avais un peu ce sentiment, je pense, d'être invisible, d'être le petit bout qui n'a rien à dire parce que les autres sont vraiment grands et qu'ils ont fait tellement de choses dans leur vie. Et donc, je pense que de là est né un besoin de reconnaissance et d'essayer de se démarquer. J'avais aussi des parents qui donc étaient un peu plus âgés que la normale, et en plus qui de base étaient des personnes très détendues, tranquilles, et donc qui réagissaient pas quand je ramenais des bonnes notes ou quoi que ce soit. Ils étaient en mode ah ok. Et donc j'ai eu cette chose en moi de vouloir à chaque fois montrer que regarde, je suis première de classe, etc. Et ce besoin de reconnaissance, il est resté en moi très ancré, et je pense qu'il est toujours en moi. Et donc en fait, tes parents réagissaient pas ? Non. Alors, quand j'en parle à ma mère, elle me dit « Mais si, on était fiers de toi. C'est pas parce que tu avais des bonnes notes qu'on allait être fiers de toi. » Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, de se dire « C'est vrai que le vrai amour ne doit pas être lié au fait de ramener des bonnes notes. » Et en même temps, quand toi, tu te bats pour travailler, être très bon à l'école, et que tu ramènes des bonnes notes et que tes parents réagissent pas spécialement, t'es frustré. Et donc tu continues, tu dis il faut encore que je continue et faut que je me démarque. Donc j'ai fait des grosses études et j'essayais à chaque fois de faire plus. Donc, ce besoin de reconnaissance ce besoin depuis l'enfance. Et
Et la phase d'adolescence, parce que j'aime bien poser cette question, comment toi tu te percevais du coup et comment les autres te percevaient? Alors dernièrement, j'ai des amis de lycée qui m'ont dit que dès le collège, lycée, ça se voyait que j'avais envie de percer, d'être une star, etc. C'est vrai que j'avais un groupe d'amis, on va dire que j'étais plutôt leaduse sur ce groupe d'amis, que voilà, j'organisais plein de soirées, des vacances. Donc voilà, moi de mon côté, comment je me percevais, je pense que j'avais énormément de mal à gérer mes émotions. Je vivais beaucoup quand même de montagnes russes, je vivais les choses très intensément. Comment ça se vivait? Dans mes souvenirs, il y avait plusieurs choses. Il y avait du coup, je pouvais souvent m'engueuler fortement avec mes amis et voilà, que ça puisse un peu crier, que je pleure. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi de l'alcool en excès dès 14 ans. Mais c'est-à-dire qu'à partir de 14 ans, on sortait tous les vendredis et samedis soirs et on buvait beaucoup d'alcool. J'ai eu ce même groupe de potes pendant la suite, donc fin du collège et lycée, et on comptait même plus le nombre de blackout. Donc blackout, c'est quand tu te souviens pas de ta fin de soirée, ou de coma. Mes parents s'en sont pas rendus compte et ne m'ont pas expliqué les dangers de l'alcool. Et de l'alcool en excès. Et j'ai été une génération qui, peut-être, tu vois, aujourd'hui, c'est peut-être une génération peut-être plus autour peut-être de la drogue et tout. Moi, ma génération, il n'y avait pas de drogue. Quelques personnes qui fumaient de la marijuana, mais il n'y avait pas d'autres drogues. En revanche, on était beaucoup dans l'alcool à excès. Personne n'avait été sensibilisé aux impacts de l'alcool en excès, puisqu'en fait... quand tu bois beaucoup d'alcool, déjà c'est important que les gens comprennent, l'alcool c'est quand même une drogue, donc c'est quelque chose, tu finis par t'y habituer et t'as envie d'en prendre tout le temps. Mais l'alcool en excès, pourquoi on va faire un blackout? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, quoi. Et ça vient complètement en fait griller nos circuits neuronaux. Et par exemple pour moi, ça a été un des facteurs qui a déclenché ma maladie mentale. Donc l'alcool en excès, c'est très dangereux. Et malheureusement, il y a une banalisation de l'alcool. L'alcool, c'est cool. L'alcool, c'est sociable. L'alcool, ça me permet d'être plus à l'aise pour aller parler avec les autres. L'alcool, ça me permet d'être plus cool pour aller draguer quelqu'un. Il y a vraiment cette banalisation. Et ça te désinhibe. Ça te désinhibe. Ça te permet d'être plus foufou. Voilà. Et donc, t'en oublies le fait que c'est dangereux. Et que ça peut t'impacter dans ta vie très fortement. Et donc, c'est pour ça que je te disais une adolescence quand même explosive, parce que je buvais quand même beaucoup en excès et que ça amenait du coup à des clashs quand même dans ma vie. Ça amenait à des émotions très fortes et ça a amené à, progressivement au fil des années, à commencer quand même à vivre un petit peu des hauts et bas forts. Alors, c'était pas... on va dire que c'était assez fort, mais c'était pas à un point où c'était handicapant dans ma vie de tous les jours, parce que au lycée j'avais toujours des très bonnes notes, et après je suis allée dans une université qui s'appelle Dauphine, qui est une université sélective. Ouais, qui est très prestigieuse moi, à Paris. Tu vois, j'ai eu 17,5 à mon bac, j'étais très bonne élève. T'as fait un bac S? Tu vois. J'ai fait un bac S, et après je suis allée à Dauphine et j'étais major de promo. Donc voilà, et jusqu'au moment où j'ai déclenché ma maladie mentale, à 23, 24 ans. Et là, pour le coup, il y a eu un vrai impact sur ma vie de tous les jours, que ce soit mes études, etc. Mais donc, premier petit point quand même, voilà, quand je vois, tu vois, mon adolescence, pas sensibilisée à l'alcool, aux excès, pas sensibilisée non plus aux relations avec les hommes, au consentement, etc. Donc, j'ai vécu des choses quand même un petit peu dures. Donc, voilà. Donc le mot un peu explosif, quoi. Et tes frères et sœurs, à ce moment-là, ils sont loin de la maison. Donc, en fait, ils ont pas ce rôle de chaperon parce qu'eux, ils sont passés par là. Ouais, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là. Ma sœur est partie à 18 ans pour ses études de médecine. Mon frère est parti à 18 ans. Donc, vu qu'il a 12 ans de plus que moi. Donc, non, ils sont pas là.
Et ton rapport avec le corps, parce qu'on a une audience beaucoup d'adolescentes, quel était ton rapport avec le corps ? Ce qui est marrant, et ça c'est quelque chose, je pense que c'est important à dire aux personnes adolescentes, etc. Quand je me souviens, quand j'étais ado et tout, je me trouvais vraiment moche, tu vois. Vu que j'avais des très bonnes notes et que j'étais un peu leaduse de mon groupe, je me disais, les garçons, ils s'intéressent à moi parce que, je suis l'intelligente du groupe. Je suis dans Totally Spies Sam, tu vois. D'accord, moi je suis pas la génération de Totally Spies. Okay. Mais dans Totally Spies, elles sont trois. Il y a la blonde super belle, il y a l'intelligente et tout. Moi, je me disais, voilà, j'ai ça, mais je suis pas jolie. Parce que aussi j'avais une de mes meilleures amies qui était un peu la plus belle de la ville. Et c'est marrant parce que maintenant, quand je regarde les photos, je suis en mode, en fait, j'étais super mignonne. Et c'est fou comment t'as une vision de toi qui est complètement erronée. Et que après, quand tu grandis et que tu re-regardes des photos, tu te souviens même à ce moment-là, putain, je me trouvais grosse, mais je n'étais pas du tout grosse. C'est fou, quoi. Donc ouais, non, j'avais une vision, j'avais ce truc, je pense, qui était très lié à que j'avais une de mes meilleures amies où tous les garçons étaient là en mode waouh, waouh, waouh. Et donc moi, je me mettais vraiment en second plan. Et c'est ça aussi qui est venu nourrir cette rage et volonté de reconnaissance et de briller. La plus petite, après il y a eu, tu vois, celle dans l'ombre. La petite dernière. Ouais, la petite dernière, mais avec beaucoup d'années de différence. Ensuite, il y a eu celle dans l'ombre, tu vois, de celle qui est souriante, belle et tout. Et donc ça, je pense que ça c'est venu faire construire en moi ce côté de j'ai envie de briller, j'ai envie d'être reconnue, j'ai envie qu'on m'écoute. D'où l'envie et le rêve de devenir présidente de la République française. Ouais. Ou une businesswoman, tu disais une entrepreneuse à succès. C'est ça. T'as abandonné présidente de la République à un moment donné? Au lycée, j'ai fait pendant mes études, au lycée, j'ai fait une prépa Sciences Po pour te préparer à devenir présidente. Et ça matchait pas trop. Je vivais très mal le stress. C'est ça, en fait, j'ai réussi à trouver une manière de travailler qui était bien à moi. Donc, j'avais tout mon process, je m'enfermais dans ma chambre, je regardais mes cours, je stabilotais de plein de couleurs différentes. Ensuite, je prenais des fiches. Ensuite, je réécrivais avec du visuel. Après, je prenais mes trucs, je chantais mes notes, je les chantais. Et après, c'est bon. Le lendemain, je me souvenais de tout parfaitement. Et ensuite, quand j'arrivais au moment de mes évaluations, j'allais toujours au même endroit, à la même table. J'avais un petit rituel où je buvais soit un verre d'eau, soit je prenais un coca, je m'enfermais et je faisais mon examen. Et j'avais des excellentes notes. Mais si, par malheur, il y avait quelque chose d'autre, je sais pas, un prof stressant, des choses stressantes, ou par exemple, j'avais dû passer des épreuves pour un truc qui s'appelle le GMAT. Oui. Parce que j'ai voulu aller à l'ESSEC après Dauphine. Oui. Moi qui avais toujours été première de classe, j'ai dû le repasser 3 ou 4 fois. Et ça m'a coûté très cher, parce qu'en plus, c'était très cher, tout payé avec mon argent. Parce que je ne supportais c'était quoi? pas. C'était anglais et maths. Voilà, c'est ça. Et en fait, sur l'écran, il y avait un décompte du temps. Et ça, je pouvais voir le décompte du temps qui y passait. Je me souvenais plus de rien. Je partais de la salle en courant et je pleurais et tout, tu vois. Donc, en fait, je ne supportais pas du tout le stress. Un élément déclencheur peut tout bouleverser, en fait. C'est le grain de sable. C'est ça. Et du coup, j'arrivais pas à comprendre parce que soit, du coup, dans ces moments-là, j'avais l'impression d'être la personne la plus stupide qui existe sur cette terre. Et je devais partir en courant, ou alors je faisais n'importe quoi et j'avais 2, tu vois. Soit, quand je suivais bien mon process, ma méthode, j'avais 20. Et ça, je me souviens des petites, j'étais là, mais je comprends pas. Soit je suis très intelligente, soit je suis complètement débile. Et maintenant, je le comprends. Maintenant, je comprends que, en fait, c'est juste que chacun est différent. Moi, j'ai une sensibilité qui est très forte. Je supporte pas le stress. Quand on me met du stress, ça m'immobilise plutôt que ça me stimule, galvanise. Et du coup, j'ai besoin aussi de suivre mes process à moi qui sont différents des autres pour apprendre. Et voilà. Et j'ai trouvé ma manière d'apprendre. Et c'est là où j'ai eu de la chance, je pense. C'est que dès jeune, j'ai réussi à trouver ma manière
à moi pour apprendre et pour bien réussir, et que voilà, que ça marchait bien. Donc du coup, j'ai la prépa Sciences Po trop stressante. Du coup, j'ai pas voulu aller en prépa non plus de commerce parce que j'avais peur du stress et je me disais je vais perdre tous mes moyens. Et donc je suis allée à Dauphine. Donc l'université, voilà, l'université, Paris-Dauphine. beaucoup moins stressant. Et j'ai très bien réussi parce que je suivais mes petits process et tout. Et donc à ce moment-là de Dauphine, j'allais du coup sur le chemin plutôt de chef d'entreprise. Au tout début, vu que j'étais très forte, on te pousse toujours vers la meilleure filière quand t'es très fort. Peut-être pas la filière que tu voulais faire, mais la meilleure. Mais attends, t'es première dans ce truc, il faut que t'ailles dans ça. C'est génial. Donc moi, je suis allée dans la finance. Parce que la meilleure filière, je suis à Dauphine, c'est la finance. Donc je suis allée en finance. Je fais mon master finance. Je suis allée faire des stages. Et puis en faisant mes stages, donc où j'étais en fonds d'investissement, je me suis rendu compte que je voulais aller dans le milieu entrepreneurial et monter des boîtes. Et donc, je suis allée à l'ESSEC, en école de commerce. Et après cette école de commerce, je me suis lancée dans le milieu entrepreneurial. Est-ce que tu peux juste expliquer ton métier? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans un fonds d'investissement pour les jeunes qui nous écoutent? Oui. En fonds d'investissement, donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va chercher des entreprises dans lesquelles on croit et on pense que elles vont bien marcher. Et on se dit, OK, je leur donne de l'argent contre le fait d'avoir quelque part de l'entreprise. Donc, imaginons, je leur donne de l'argent, j'ai un quart de l'entreprise. Et en fait, tu paries sur le fait que l'entreprise, elle va devenir beaucoup plus grosse et que du coup, ton quart va valoir beaucoup plus que l'argent que tu as investi. Donc, c'est-à-dire que si tu as mis 10 €, toi, tu envisages d'avoir 20 € après, donc tu as un retour sur ton investissement. Exactement. En schématisant. Non, mais c'est exactement ça. Okay. Et est-ce que tu t'épanouissais dans cette voie? Parce qu'on t'a un peu forcé, on t'a dit, t'es la meilleure, tu vas en finance. C'est généralement, moi, je me souviens en école de commerce, ceux qui faisaient finance, c'est ceux qui voulaient devenir riches. Oui. Est-ce que toi, c'était parce que tu voulais devenir une star? Est-ce que tu t'épanouissais dans ce milieu? Il y avait des choses que j'aimais bien parce que j'aime bien les chiffres et j'aime bien. Je pense que ça me rassure aussi d'être posée face à des chiffres. Et tu as un côté très méthodique, parce que depuis le début, tu dis que tu avais ta méthode. Et c'est vrai que la finance, c'est... tu es devant ton tableur Excel, et tu manipules des chiffres. Donc, il y a un côté très méthodique. Ouais, alors en fait, j'ai un côté très méthodique. Et puis, ce côté méthodique a quand même été un peu explosé avec l'arrivée de ma maladie mentale. Tu parles depuis le début de ta maladie mentale. Moi, j'aimerais savoir comment tu prends le chemin. Enfin, je veux dire, parce que tu es partie en Afrique. Oui. Et donc, comment tu l'as su? Quel a été le déclic qui t'a fait comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut que je regarde de plus près, que je consulte? Alors, ça a mis du temps. C'est-à-dire que là, je te dis, il y a eu l'arrivée de ma maladie mentale, mais à ce moment-là, je savais pas qu'il y avait eu cette arrivée de ma maladie mentale. En revanche, quand j'ai fait mes stages en fonds d'investissement, le deuxième stage, mon maître de stage m'a invité au resto à la fin du stage et il m'a dit, écoute Léa, t'es brillante, t'as fait un super stage, mais tu penses qu'ici, il y a combien de personnes qui vont voir un psy? Je sais pas, peut-être une. Et il me dit, non, il y a plus de la moitié des gens dans ce resto qui vont voir un psy, c'est pas du tout grave d'aller voir un psy. Quand tu dis psy, c'est psychologue ou psychiatre? Il me dit psy, tu vois, en général. Psy, ouais. Et il me dit, Léa, tu vis des gros hauts et des gros bas. Tu devrais aller voir quelqu'un. Et moi, je l'ai pas pris au sérieux. Je suis allée voir personne, etc. Mais en fait, il a exactement défini au final ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que j'étais en train de développer donc un trouble psychique qui s'appelle la bipolarité. Et qui consiste à avoir 2 grosses phases sur plusieurs mois. Une phase haute d'exaltation, d'énergie débordante, d'ambition énorme, d'ego très développé, d'idées. Donc une phase, j'ai envie d'être présidente de la République et Taylor Swift. Ouais, en 6 mois.
Tu vois, il y a un peu un côté... parce qu'au final, il n'y a pas de problème à avoir de l'ambition. Enfin, je veux dire, si tu as envie de devenir président de la République, mais que tu as conscience que ça va te prendre 30 années de ta vie, j'ai envie de te dire, OK, bravo. Mais par contre, je vais devenir ça en 6 mois. Là, tu déconnes un peu, quoi. Et l'autre phase, qui est donc phase basse, dépressive, où là, c'est tout l'inverse. Plus aucune énergie, ton cerveau qui marche plus, très difficile d'aller au bout d'une idée. Et là, un ego qui est très bas, où tu as l'impression vraiment d'être nul en tout, de servir à rien, et que la vie ne sert à rien. Et donc, en fait, ça, je l'ai développé, mais je m'en suis rendu compte que beaucoup plus tard. T'avais quel âge ? Donc ça, je l'ai développé Enfin, ça s'est vraiment déclenché de manière assez forte à l'âge de 23-24 ans. On a eu des soupçons à l'âge de 28 ans et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 30 ans. Et aujourd'hui, tu as 32. Et aujourd'hui, j'ai 32. Et ça a quand même fait pas mal dépendre donc ma vie et mes choix, je pense. Parce que du coup, quand tu es comme ça, c'est vrai que le côté finance et tout peut te paraître un peu chiant. Et donc, c'est pour ça que après la finance, je suis allée en école de commerce. Et puis après, j'ai voulu aller dans le milieu entrepreneurial. Parce que, voilà, l'exaltation, ambition et tout. Et donc, je suis directement partie en Afrique, en Côte d'Ivoire, où en fait, j'ai monté une assez grosse boîte pour quelqu'un. Donc, ce monsieur me payait pour que je monte sa boîte. J'ai commencé par une énorme phase d'exaltation, comme je te l'ai raconté. Donc, tout allait pour le mieux. Et j'allais très vite. Et le but, c'était de monter une marque de coworking. Donc, en fait, tu as des immeubles qui vont être construits où, à l'intérieur, tu vas mettre des endroits pour accueillir les startups, des endroits pour accueillir les plus grosses boîtes, des endroits pour faire des événements, etc. Et en fait, il n'y avait pas trop ça en Afrique à ce moment-là. Alors que dans les pays européens, il y en avait plein. Et le but, c'était de monter ça. Ça s'appelait, et ça s'appelle toujours Africa Works. Et j'ai commencé par des mois comme ça. Et puis, au bout de quelques mois, je suis tombée dans l'autre phase. Et à ce moment-là, donc, je suis allée voir un psychiatre. Et j'ai eu pour la première fois un diagnostic de dépression. Parce que, donc, pour bien expliquer aux personnes qui écoutent, la dépression, donc, tu as ce diagnostic-là de la part, donc, moi, dans mon cas, d'un psychiatre. Un psychiatre, c'est le médecin des troubles mentaux. Et en fait, la dépression, c'est une maladie. C'est pas un état comme une déprime. C'est-à-dire que vraiment, ça vient attaquer ton cerveau. Et donc, ton cerveau, il va avoir des connexions neuronales qui n'existeront plus pendant ta dépression et qui feront que tes pensées, elles n'arrivent pas à aller au bout d'une idée et donc elles vont se répéter, ce qu'on appelle un peu les ruminations. C'est le fait d'avoir toujours ces idées tristes, mauvaises, etc. Et ça va venir derrière aussi attaquer ton corps, où ton corps, du coup, ne va plus avoir d'énergie, il n'y a plus le fuel. Et donc, tu n'arrives plus à te lever le matin. C'est très compliqué. Tout est dur. Et c'est ça qui est très important à comprendre. C'est une maladie, c'est-à-dire c'est chimique. C'est la raison pour laquelle, quand tu as une dépression, le médecin va te proposer des médicaments. Et c'est pas grave de prendre des médicaments. Les médicaments, ils sont là pour venir dire à ton cerveau « Hello, je vais t'aider à resécréter ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, c'est la sérotonine. Je vais t'aider à resécréter ces neurotransmetteurs qui sont là pour recréer les connexions neuronales. » Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à comprendre parce que, par exemple, moi, ma famille, ma mère, mon père ne connaissaient pas du tout ce milieu-là, la dépression, etc. En tout cas, ils connaissaient mal. Et donc, quand ils ont entendu le mot médicament, panique totale. Non, ma fille peut pas prendre des médicaments. Et alors que c'est pas si grave. Enfin, je veux dire, si t'as une maladie, la grippe, ou si tu prends des médicaments. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première dépression. Mais je pensais être dépressive, parce qu'après, ça en est suivi chaque année où je faisais une dépression. Et à ce moment-là, on pensait que j'étais juste dépressive et pas bipolaire. Et la bipolarité, on a commencé à la suspecter au bout de plusieurs années en se rendant compte que je faisais pas seulement des bas, mais qu'avant mes bas, j'étais souvent très, très haut. Et donc, à partir du moment où tu vois que ça alterne entre des très gros hauts et des très grands bas, et ben là, on parle de bipolarité. Est-ce que c'est génétique ? Oui. Alors, c'est en grande partie génétique. Et puis après, tu vas avoir des facteurs déclenchants. Donc moi, dans mon cas, j'ai creusé.
Ouais. Et en effet, je me suis rendu compte que dans la famille de mon père et de ma mère, il y avait eu des personnes qui avaient fait des dépressions, qui étaient allées à l'hôpital, etc. Mais on n'en parlait pas du tout, donc j'ai dû creuser. Et c'était dépression, c'était pas bipolarité? Non, tu vois, en creusant, je me suis rendu compte sûrement, tu vois, que ma tante était bipolaire, mais il n'avait pas été diagnostiqué. Mais en tout cas, par exemple, du côté de mes grands-parents, c'était des dépressions. Donc ouais, donc c'est des choses qui vont être héréditaires. Et puis après, il y a des choses à éviter. Parce qu'en fait, c'est une maladie qui va se déclencher au niveau de l'adolescence et début de vie adulte. Donc on va dire de 15 à 25 ans. Donc c'est sur ces années-là où il faut vraiment faire attention. Donc en fait, c'est latent, c'est-à-dire que c'est dormant. Ouais, et que ça peut se déclencher sur ces années-là. En tout cas, en grande partie. Qu'est-ce qui va les déclencher? Un choc émotionnel? Ça peut être un choc émotionnel ou ça peut être de la prise de substances, fumer de la marijuana, prendre de la drogue dure ou boire de l'alcool en excès. Comme je l'ai raconté au début, l'alcool en excès a un impact sur le cerveau. En fait, toute chose qui va pouvoir avoir un impact sur le cerveau va venir déclencher, réveiller des troubles psychiques que tu vas avoir. Et donc, comment, en fait, petit à petit, tu intègres ces nouvelles, cette maladie dans ta vie? Parce que tu es en Afrique, tu as quitté l'Afrique à ce moment-là, tu es nouveau en France. Comment, en fait, se déroulent tes journées? J'ai mis longtemps à comprendre l'importance de cette maladie. Tu étais dans le déni? J'étais dans le déni. Ouais. Et j'étais dans le déni longtemps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'essaye de me battre pour aider les gens à ne pas être dans le déni. On va dire que ma grande bataille aujourd'hui, elle est de dire n'ayez pas honte, parce qu'au final le déni vraiment était très lié à de la honte. N'ayez pas honte, c'est pas de votre faute, mais par contre c'est de votre responsabilité d'accepter que vous avez ces fragilités, ces troubles. Et c'est de votre responsabilité de mettre en place des choses dans votre vie pour aller mieux. Et moi, j'avais honte, j'ai fermé les yeux pendant très longtemps. Après, ça n'a pas aidé par mon psychiatre, puisque mon psychiatre ne connaissait pas bien la bipolarité et ne me l'a pas diagnostiqué, parce que mon entourage ne connaissait pas cette maladie, etc. Et donc ne pouvait pas se rendre compte de ce que c'était, parce que vu que les gens ont beaucoup de stigmates vis-à-vis des maladies mentales, ils s'imaginent que quelqu'un qui est bipolaire, ça ne peut être que quelqu'un qui est complètement fou. Ils peuvent pas s'imaginer que c'est leur frère, leur sœur, leur cousin qu'ils adorent, qu'ils aiment plus que tout. Donc du coup, ça va être très difficile pour les proches de s'en rendre compte. Donc, voilà, donc j'ai fermé les yeux pendant longtemps, et c'est le jour où on va dire que j'ai été bien diagnostiquée et que j'ai vraiment ouvert les yeux, que ma vie a commencé à changer et que je suis passée dans la phase de construction. Oui, parce que tu as accepté ta maladie. Ouais, ça change tout. Vraiment, il y a un avant et un après de quand tu acceptes ta maladie. Moi, ce que je dis, c'est que quand on aime inconditionnellement quelqu'un de notre entourage, on l'aime dans toutes ses facettes. Ses facettes positives, ses facettes négatives, en fait, on aime tout chez lui. Malheureusement, on ne nous a pas éduqués à nous aimer de la même façon. On ne nous a pas du tout éduqués à ouvrir les yeux, à regarder toutes nos facettes et à les aimer. Et donc, les facettes qui vont être négatives, on préfère fermer les yeux, pas les voir, parce que sinon on se déteste. Et je pense que c'est un peu ça le problème. Si tu ouvres les yeux, moi j'ai cette maladie, j'ai ce trouble-là, etc. Et je l'accepte, je l'ai. Et maintenant, je vais apprendre à vivre avec, je vais apprendre à comprendre comment je marche. Au final, c'est comme ça qu'on avance. Et moi, pendant très longtemps, j'ai pas voulu l'accepter parce que je me disais, mais si j'ai ça, mais genre je me déteste, personne ne voudra de moi, etc. Et quand je l'ai accepté, ça m'a redonné le pouvoir. Et redonner le pouvoir, ça veut dire que tu te dis, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'ai commencé à mettre en place plein de choses dans ma vie pour pouvoir vivre avec ça. Alors j'ai deux questions, parce que ça veut dire que tu te lèves un matin et tu dis, ok, j'accepte? Pas du tout. Non, pas du tout. Je me lève pas du tout un matin et je me dis j'accepte. C'est des années où je vis des dépressions à répétition très très difficiles qui s'accentuent au fur et à mesure des années, donc de plus en plus suicidaires, avec des pensées très noires et une vraie bataille pour pas me tuer.
Donc vraiment un moment de ras-le-bol total au bout de plusieurs années où j'ai vécu plein de dépression, un changement du coup de psychiatre, et donc de la lecture de livres sur la bipolarité, de BD qui m'ont permis de me rendre compte que en fait c'est pas des fous qui sont bipolaires, c'est la personne que tu vas croiser dans la rue, ce présentateur radio, ce présentateur radio, cette comédienne, etc. Et toutes ces choses-là qui m'ont amené à faire mon petit bout de chemin, et où je me suis dit, mais en fait, maintenant, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce que j'ai, arrêter de culpabiliser sur le fait de vivre ça. Et ensuite, comprendre comment on peut faire. Quels sont les traitements, quel est l'accompagnement que je peux avoir et quelles sont les choses que je peux mettre en place dans ma vie pour pouvoir mieux vivre avec ça. Mais le gros point qui a fait que j'ai mis autant de temps, c'est vraiment le mot honte. En fait, ça me paraissait tellement la pire chose qui puisse arriver que d'être bipolaire. Vraiment, quand j'ai entendu pour la première fois ce mot-là, mais je me suis effondrée par terre. Je prie tout ce qui existe dans ma vie de ne pas être bipolaire. Tu vois. Donc c'est ce mot-là, et à partir du moment où je l'ai enlevé, maintenant je pense que je l'ai bien enlevé vu que je me balade avec une pancarte, je suis bipolaire, tu m'invites. C'est ça qui a changé ma vie. Comment, parce que là on parle de toi, mais comment en fait on peut accompagner un enfant, un adolescent, un adulte, un de ses proches dans cette maladie? Quel est le comportement à avoir, et c'est même plus large par rapport vis-à-vis de la personne dépressive? Premièrement, je vais te dire vis-à-vis de la bipolarité, en fait, le proche peut aider la personne à avoir du recul sur elle. En fait, ce qui est très difficile dans la bipolarité, c'est que tu n'arrives pas à avoir du recul et à te rendre compte que tes phases sont très fortes, et d'autant plus tes phases hautes. En fait, tu n'arrives pas à te rendre compte que c'est pas normal d'avoir si peu envie de dormir, d'avoir cette ambition, etc. Moi, ma mère me disait tout le temps, non mais Léa, calme-toi, etc. Je disais, mais toi, de toute manière, tu crois pas en moi. Depuis que je suis petite, moi, je veux devenir présidente, je sais que je vais y arriver, et toi, tu crois pas en moi. En fait, ce qu'on fait, du coup, dans ces situations-là, c'est qu'on coupe avec notre entourage. Parce qu'on est là en mode, ils me comprennent pas, etc. Donc, quand tu es un proche, ce qui est important, c'est d'aider, ton enfant, etc., à juste prendre un peu de recul sur comment il est, et réussir un peu à comprendre qu'est-ce qui peut venir déclencher un peu tes phases hautes, comment t'es, peut-être que tu parles un peu plus vite, peut-être que tu commences à te lancer dans 4 projets en même temps, etc. Ça, les proches ont une vision beaucoup plus complète que la personne qui le vit. Ensuite, l'autre chose, ça peut être, pour travailler sur ça, par exemple, de regarder des contenus sur la bipolarité. Par exemple, on peut aller sur ma chaîne YouTube où j'ai fait des contenus dessus, mais on peut acheter une BD qui s'appelle Goupil ou Face, qui est une super BD qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est bipolaire, et en fait, tu te rends compte que c'est une fille comme tout le monde, et en fait, tu arrives à te rendre compte au final vraiment de ce qu'on vit. Donc, en tant que proche vis-à-vis de la bipolarité, elle est vraiment de rester main dans la main et d'empêcher la personne de mettre de côté parce qu'il ne te comprend pas et tout, et de l'aider à prendre un peu de recul et à dire, regarde là, tu sais, par exemple, faire des dépenses comme ça, c'est pas spécialement normal, tu vois. Des choses comme ça. Vis-à-vis de la dépression, c'est la chose la plus simple, mais qui est essentielle. Comme je te disais, j'ai fait beaucoup de dépressions, des dépressions très suicidaires. Moi, le nombre de jours où la pensée dans ma tête a été j'aimerais tellement en finir, je l'avais tout le temps. Et la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que mon entourage était présent et que je savais qu'ils m'aimaient et je voulais pas leur faire ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit rester présent. De toute manière, tu peux pas faire grand-chose. C'est une maladie, tu pourras pas lui enlever cette maladie. Mais par contre, si t'es là, si t'es présent... Il faut être présent physiquement. Non, ça peut être au téléphone. Tu vois, même si t'es pas présent physiquement, juste d'appeler. En fait, tu donnes une raison à la personne de se battre. Parce qu'en fait, elle ne se battra pas pour elle-même. Moi, en finir... C'était la plus grande libération que je pouvais m'offrir. C'était le plus grand cadeau que je pouvais me faire. C'est-à-dire que j'avais plein de moments où je fermais les yeux et j'imaginais que j'en finissais et je me sentais enfin apaisée. Tu vois, je me disais, ça va être ma solution pour arrêter de souffrir. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Une dépression, c'est une souffrance continue. Et donc, vouloir en finir, c'est pas quelque chose de triste pour nous. C'est pas quelque chose de, tu vois, d'horrible. C'est plutôt le paradis pour nous, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait une raison au fait de se battre. Et la raison
que de se battre et de pas faire de mal à des personnes que tu aimes. Donc c'est pour ça qu'on dit sois juste présent. Et donc si t'es pas là, dans le physique, c'est pas grave. C'est juste d'envoyer des petits messages, voilà, juste ça. Et moi c'est ça qui m'a amené à tout le temps me battre et à me dire je peux pas leur faire ça. Par contre, tu ne pourras jamais tu peux pas sauver la personne. Ouais. Il y a deux choses. Un, c'est une maladie. Enfin, qui est-ce qui a réussi à enlever le diabète à quelqu'un comme ça? Tu peux te sauver que toi-même, en fait. Voilà. Et le deuxième, je pense, c'est une phrase, moi, qui a été très importante dans ma vie. Sauver quelqu'un, c'est lui voler sa victoire. Et ça, je pense que c'est une phrase que tout le monde devrait garder. Hyper fort, ouais. Parce que tu peux réussir à tout donner. Et à dire j'ai réussi à le faire sortir, il retombera après. Parce que c'est pas lui qui a réussi à s'en sortir par lui-même, donc il n'a pas développé les outils pour réussir à s'en sortir lui-même, donc il retombera. Tu sais, il y a plein de fois, et moi la première, t'as envie de tout donner, t'es là en mode allez vas-y viens, sors, viens on va faire ça, viens de trucs, et tu sais, tu te dis ouais je vais réussir et tout à la sauver. Et moi j'ai par exemple une de mes meilleures amies qui pouvait faire ça, et du coup ça m'a limite développé une dépendance où j'étais là en mode en fait je peux être bien que quand t'es là. Mais c'est horrible tu vois, et du coup j'avais pas appris à sortir de mes moments durs seule. Et donc, en fait, ça marche pas. Donc, c'est vraiment un point. C'est pour ça, vraiment, ne culpabilisez pas de pas sauver la personne, etc. Vous ne pouvez pas. Par contre, montrer l'amour que vous avez pour elle et la présence, et ça lui donnera une raison de se battre. C'est tout. Alors, tu es aussi au micro du podcast Nouvelles Héroïnes, parce que tu es une grande aventurière. Comment tu en es venue à être cette exploratrice, cette aventurière? Comment tu as eu envie? Parce que là, tu viens de nous expliquer effectivement ce côté d'exaltation. Donc, on peut se dire que gravir un des plus hauts sommets du monde, tu as cette envie de te surpasser, d'exaltation, d'être tout en haut. Donc, il y a un côté un peu présidente de la République et star. Comment en fait tu l'as mis en place dans ta vie? Comment c'est venu? Je pense que ça a été tout un cheminement. Et surtout, comment tu gères ta maladie quand tu pars à l'aventure et quand tu es sur les routes, voilà. Donc quand je racontais, on est une personne avec plein de facettes et que je te disais, j'ai accepté la facette bipolarité. Je l'ai acceptée. Bon, en revanche, elle ne me définit pas. C'est-à-dire que je ne suis pas juste bipolaire, je suis aussi plein d'autres choses. Et ça, c'est un point qui est important. Les gens vont se dire « Ah oui, c'est normal, elle est bipolaire, du coup, elle veut faire des aventures, se mettre en danger, etc. » Ça n'a rien à voir. Ce côté aventurier, je l'ai depuis petite. C'est quelque chose que j'ai complètement à côté de la bipolarité, et plutôt je vais même vous raconter que ça a été plutôt un challenge pour moi de réussir à faire avec ma bipolarité et les aventures. Mais j'ai ce côté aventure depuis que je suis jeune, où je pars toute seule marcher dans la montagne ou aller me balader dans des pays toute seule en m'invitant chez des gens, etc. C'est quelque chose pour moi qui me fait un bien fou, ça m'aère l'esprit, j'aime être dans la nature, je me sens bien, la montagne me fait énormément de bien. Vu que j'ai vécu quand même pas mal de dépression, la montagne, je trouve que c'est un peu l'inverse dans le sens où ça me permet de monter en haut, de voir loin, à la différence de quand t'es en dépression où tu vois pas plus loin que 1 centimètre, où tout est noir et où tu trouves pas de solution. Et puis, tu as cette côté de prendre du recul, prendre de la hauteur. Tu prends du recul. Par rapport aux choses. Exactement. Ouais. Tu prends énormément de recul par rapport aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un bien de fou. Et donc, moi, mon challenge, il a été, t'as une maladie qui fait que t'as des très grosses variations. Sauf que partir à l'aventure, et en particulier, par exemple, aller monter des hauts sommets, physiquement, tu montes très haut et tu redescends très bas. Et là, il y a un petit hic. Parce qu'en fait, du coup, t'as une maladie qui est pas vraiment adaptée à ta volonté d'aventure. Parce que si tu montes des hauts sommets et que tu redescends, t'as des très gros risques que quand tu redescends, tu fasses une très grosse dépression. Et c'est ce qui m'est arrivé.
Avant d'avoir, tu vois, d'avoir compris que j'étais bien bipolaire, etc. Je faisais des ascensions et puis après, je me tapais des énormes dépressions. Et donc là, il a fallu se dire, OK, tous les psychiatres, tout ce que j'ai pu lire, tout le monde me dit, bon Léa, t'as cette maladie, elle est dure, elle est difficile, etc. Il faut que tu aies une vie qui est très, très stable, très monotone. Il faut que tu oublies ce côté aventure parce que c'est beaucoup trop risqué au vu de ta maladie. Et là, t'es face à quelque chose où tu te dis, putain, merde. Parce que pour moi, l'aventure, c'est pas juste une petite lubie, c'est une façon de vivre. Et c'est quelque chose qui me rend vivante. C'est ma curiosité qui est là, c'est tout. J'aime partir seule, j'aime être dans la nature, j'aime me dépasser, j'aime comprendre plein de choses sur mon corps, etc. Et donc là, je me suis dit, challenge. Il faut que je réussisse à faire ces aventures-là. Et en même temps à dompter ma maladie et pas à faire ok, je l'ai pas, parce que ça servira à rien, ça c'est renier, c'est ce qu'on a dit, on veut pas. Nous, on veut du accepter, j'accepte ma maladie. Et donc, j'ai trouvé une psychiatre qui m'a aidée à trouver un bon traitement pour ma maladie, à être bien accompagnée et surtout à mettre en place plein d'outils dans ma vie de tous les jours pour pouvoir gérer des aventures ou une vie qu'on peut dire un peu d'instabilité, parce que je vais bouger tout le temps d'endroit où je suis, où je vais vivre des gros dépassements, etc. Donc ça a été vraiment un challenge pour moi de réussir à allier les deux et un peu de dire, vous m'avez dit que c'était impossible, je vais vous montrer que c'est possible. Du coup, tu as une vie qui est hyper ritualisée alors ? Enfin, routinière dans le sens que ce que tu expliquais avec ta méthode Léa, tu l'as aussi maintenant aujourd'hui appliqué. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que en fait, au final, dans ma vie, j'ai été amenée à développer au final des méthodes pour pouvoir, on va dire, faire de qui je suis une force et pas une faiblesse. Comme je te l'ai dit, c'est vrai, quand j'étais jeune, si j'utilisais pas ma méthode, j'avais 2. Si j'avais ma méthode, j'avais 20. Je pense que là, c'est un peu la même chose. Si j'ai pas mes outils, etc., c'est catastrophique. Je finis en dépression dans mon lit sans bouger. Si j'utilise ma méthode, j'ai une vie incroyable. Je crois que c'est un peu ça. Et donc, j'ai développé une méthode avec des routines qui est adaptée au fait que je vais bouger. Voilà. Donc, parmi mes routines, tous les matins, j'ai un petit carnet avec un diagramme de l'humeur. Je note de 1 à 10 comment je me sens. Ça me permet de savoir où est-ce que je me situe et avoir une visibilité sur les derniers jours, si je suis stable ou si je commence à monter ou si je commence à descendre. En fonction de comment je vois que je me sens, je vais aller adapter ma journée. Si je vois que je commence à tomber, je préviens mes proches, je dis là ça va pas trop, je préviens les personnes avec qui je travaille, je dis je vais faire une petite pause, etc. Si je vois que je suis en train de monter, j'ai pareil, si je commence à monter, je vais arrêter les stimulations, les réseaux sociaux, etc. Je vais pas faire de grosses dépenses, je vais pas me lancer dans des nouveaux projets. C'est ça le problème, hein. Quand tu vas dans les hauts, tu dis ouais on va monter ça, ouais on va faire ça, et après 3 mois après t'es au bout de ta vie et tout, t'es là en mode mais pourquoi je me suis lancée dans tous ces projets, tu vois. Ensuite j'ai un autre petit carnet, livre de 5 minutes qui est trop bien, où j'écris un peu mes gratitudes et comment j'ai envie de passer ma journée. Je fais 30 minutes de méditation tous les jours, mais pareil, bien adapté au fait que je bouge et tout, donc c'est jamais à la même heure, c'est quand j'en ai envie. Mais j'ai développé un type de méditation que j'aime tellement et qui me fait tellement de bien qu'en fait chaque jour j'ai envie de la faire. Et je peux la faire n'importe où. Je peux la faire dans le métro, je peux la faire 10 000 pas par jour, obligatoirement. Pareil, ça j'ai adapté pendant longtemps. J'étais en mode il faut du sport, de la course, etc. En fait, je me suis rendu compte c'est pas assez adapté parce que s'il y a des moments j'ai pas trop de force et tout, du coup je vais pas faire mon sport. Alors que si tu te dis 10 000 pas, tu peux marcher à 2 à l'heure et écouter un podcast. Tu pourras le faire dans tous les cas, tu vois, où tu fais même moins et tout. Plus d'alcool, j'ai arrêté l'alcool. Le soir, pareil, j'ai un petit rituel. Toutes les semaines, appel avec ma psy. Dormir, je dors jamais moins de 9 heures par nuit. Qu'importe ce qui se passe, je vais toujours adapter, etc. Mais il faut que je fasse ça. Donc voilà, donc c'est plein de petites choses qui font que je peux vivre des choses instables. Je pense que le meilleur exemple quand même, c'est cet été où j'ai fait un tour de France sans argent avec ma pancarte « Je suis bipolaire, tu m'invites ». J'ai été dépendante 100% des gens. C'était en pleine canicule, 43 degrés, je me suis tapée. Et heureusement que j'avais toutes mes petites routines. Je savais pas où est-ce que j'allais dormir chaque soir, etc. Mais je faisais mes routines.
Et je me sentais très bien et j'ai pas vécu de crise, quoi. Mais je trouve que cette routine, elle peut même s'appliquer à tout le monde. Parce Tout le qu'en monde. fait, moi, je vois ça, tu vois, ma fille qui est rentrée au CP, le matin, de quelle humeur tu es, les gratitudes, le soir, je lui demande quelle a été ta pépite et quelle a été ton épine. Et en fait, la méditation, marcher, en fait, ça devrait être notre quotidien, notre routine de tous les jours. Donc, je trouve que c'est un super conseil qu'il faut qu'on s'applique. Oui, moi, je trouve pas du tout, tu vois, que ce que j'ai mis en place, ça soit excessif, etc. Oui. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un peu le diamant dans mon épine. C'est-à-dire que ma maladie m'a obligée à mettre en place ces routines-là. Parce que si je les mets pas en place, ça va être la cata. Ouais. Mais au final, ces routines-là, je suis très contente de les avoir mis en place et j'espère à tout le monde de pouvoir les mettre en place dans sa vie parce que ça permet juste d'avoir une vie saine, à l'écoute de soi, à l'écoute de comment on se sent et du coup de pouvoir être ambitieux dans la vie sans se cramer. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est trop bien. Pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui pensent moi aussi, je vais être comme Léa, mais j'ai un doute, j'ai peur. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est essentielle et qu'au final, j'ai depuis petite, c'est le rêve. C'est comme je te l'ai dit, à 8 ans, je disais je vais être président de la République. Je ne le serai jamais, présidente de la République. Je n'ai même plus envie de l'être. Oui. Tu vois. Aujourd'hui, personne n'a envie de l'être. On s'en fiche. Oui. C'est un rêve. Et surtout qu'il n'y a pas de petits rêves. On dit présidente de la République, mais tu peux avoir des rêves. Non, mais après, maintenant, j'ai des rêves. J'ai envie d'avoir un appartement où vivre, tu vois. Et les rêves, j'ai envie d'avoir ce type de boulot. J'ai envie d'avoir un équilibre de vie entre réussir à avoir une famille et en même temps un boulot dans lequel je suis. J'ai ce rêve de un jour aller voyager, aller 3 semaines en Namibie. J'ai ce rêve de, j'en sais rien, de rencontrer telle personne. C'est-à-dire que le rêve est le fil conducteur de la vie. En fait, pour moi, ces rêves vont être ton moteur pour accepter du coup toutes les facettes de ta personnalité et avancer avec, parce que ça va être ta seule manière d'y arriver. Et parce que des rêves, c'est pas quelque chose que t'as en une semaine. Des rêves, c'est une vision long terme. Donc, ça te permet de te rendre compte que la vie va être un marathon. Et pour gagner un marathon, il faut avoir conscience exactement de qui t'es, de tes forces, de tes faiblesses, et de t'écouter en continu, et de bien vivre tout le chemin. Et c'est ça, pour moi, je pense, qui est ultra important. Donc moi, j'irais vraiment recommander à ces personnes-là de se dire OK, essayons de s'imaginer un peu mes rêves à 5 ans, à 10 ans. Je pense qu'il faut voir un peu loin. Et ensuite, de se dire OK, comment je vais faire pour tenir et pour pouvoir bien vivre tout le chemin. Tu te rends compte que c'est en apprenant à te connaître, en comprenant tes limites, en acceptant tes vulnérabilités, en mettant en place des choses pour pouvoir bien vivre tout ce qui se passe. Parce que des hauts, des bas, des difficultés, t'en auras tout le temps. Et ça, vraiment, je veux dire, c'est la vie, quoi. Donc, c'est comment tu fais pour réussir à les passer. Ces moments de haut, ces moments de bas. Et hier, j'ai vu un passage sur France Inter où le thème, c'était comment on peut être heureux et qu'est-ce que c'est que le bonheur. Et le chroniqueur, il a dit quelque chose et je pense qu'il a vraiment raison. Il dit, en fait, c'est d'être à sa place. Et je pense que être à sa place, en tout cas, moi, si tu me demandes est-ce que Léa, t'es à ta place, je vais dire oui, je suis à ma place. Est-ce que je suis sur mon chemin vers où je veux aller? Et vers où je veux aller, j'ai envie d'impacter dans le milieu de la santé mentale. J'ai envie de casser les tabous sur les maladies mentales. J'ai envie de permettre aux gens de ne pas avoir honte, d'avoir des troubles, d'avoir des vulnérabilités, etc. Du coup, je suis sur mon chemin et du coup, je pense que je suis heureuse. Mais ça ne veut pas dire que je ne vis pas des moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je pleure. Ça ne veut pas dire que, tu vois... Mais je suis sur mon chemin. Et pour savoir si tu es sur ton chemin, il faut savoir quelle est la destination. Donc, il faut réfléchir un minimum à la destination, sachant qu'elle peut changer dans le temps. Et ça, c'est OK. Et peut-être un point quand même qui est très important,
qui est expérimente. Parce que tu disais, oui, si tu as des personnes, des jeunes ados, elles sont là en mode non, mais j'aimerais bien, mais j'ose pas, etc. Il n'y a que le fait de vivre et d'expérimenter qui te permet de comprendre qui tu es, ce que t'aimes pas, et qui te permet d'avancer. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là, toujours été quelqu'un dans l'action, à faire. Donc, en effet, quand tu fais, tu vas avoir 10 fois plus d'échecs que les autres, mais tu vas avoir aussi 10 fois plus de réussite que les autres. Donc, je dirais, à cette personne-là, t'oses pas, partir seule, faire des aventures comme moi. Mais attends, il n'y a pas de souci. Déjà, pars pas seule, pars avec une amie, pars dans un truc encadré. Tu vois, genre étape par étape, quoi. Donc, c'est ton message final aux jeunes auditeurs et auditrices du podcast, je pense. Et puis, casse la honte, quoi. N'aie pas honte. J'aime bien, casse la honte. Ouais. N'aie pas honte de qui t'es, n'aie pas honte de ce que tu vis, n'aie pas honte de tes faiblesses, de tes vulnérabilités, etc. Parce que c'est ce qu'on dit, il y a différentes émotions qui ont des fréquences. La honte, c'est le niveau de fréquence le plus bas, avec la culpabilité. C'est les pires choses qu'on peut vivre. Par exemple, la colère, déjà, c'est plus haut, tu vois, parce que ça amène à de l'action. La honte, c'est paralysant. C'est la pire énergie. Donc vraiment, débarrasse-toi de cette honte et accepte. Et en acceptant, tu trouveras la force de mettre en place des choses pour aller mieux. Et tu transcenderas toutes tes limites. Parce que comme je te l'ai raconté, moi, j'ai pu casser les limites qu'on m'avait données en me disant, tu peux pas avoir cette vie, tu peux pas... voilà. Merci beaucoup pour ce message. J'ai une question. C'est quoi alors ton prochain rêve, ta prochaine aventure ? Moi, là, j'ai fait le Tour de France, donc pour casser les tabous sur la bipolarité avec ma pancarte « Je suis bipolaire, tu m'invites ». Là, je suis concentrée vraiment à fond sur de monter le documentaire et d'essayer que... on puisse le projeter au maximum, etc. Donc, on va dire que ça, c'est vraiment mon rêve vis-à-vis de la cause. Et puis après, niveau plus aventure, moi j'ai envie de repartir dans la montagne. Donc là, je suis en train de voir pour aller habiter dans la montagne et m'entraîner pour un sommet qui est difficile. Qui est lequel ? Qui s'appelle Lama Dablam. Oui. Voilà. Et c'est un peu, mon sommet de rêve depuis des années. 2 choses qui sont en même temps et qui me galvanisent. Et qui sont des objectifs, quand même, tu vois, sur plus d'1 an. Donc, voilà. Et ma dernière question, quelles sont tes nouvelles héroïnes à toi ? Moi, j'ai une personne, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Abigail. Abigail Baron, qui est sur Instagram voyageuse au naturel. Oui, je connais. Oui. Parce que c'est dans la même vibe. Oui. Elle va sortir là un livre. Pour casser toutes les idées reçues sur le trouble borderline. Oui. Et c'est une fille hors du commun qui se bat chaque jour pour déstigmatiser ce trouble-là, qui a un cœur énorme et que je trouve hors du commun. Et c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, et parce que c'est dans ces mêmes milieux de cause et parce que y a très peu de personnes au final qui aident à déstigmatiser les troubles psychiques. En tout cas, merci beaucoup Léa d'avoir été à mon micro et d'avoir parlé de la bipolarité à effectivement des jeunes générations qui ne connaissent peut-être pas ce mot, et aussi aux parents qui sont de plus en plus nombreux à m'écouter. Donc merci beaucoup pour ta venue sur le podcast. Merci. Nouvelles héroïnes. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Nouvelles héroïnes. C'était un format un peu différent de ce que je te propose d'habitude et j'aimerais beaucoup savoir ce que tu en as pensé. Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que ça t'a inspiré ? Est-ce que tu aimerais plus de conversations diffusées sur le podcast pour la prochaine saison ? Tes retours comptent vraiment parce que ce podcast, je le construis aussi avec toi. Alors écris-moi sur Instagram, nouvelleshéroïnes.podcast ou par email. Je lis tout et tes messages me donnent l'énergie de continuer à raconter ces histoires. Merci d'être là, merci de faire vivre ces voix. À très vite pour la découverte d'une nouvelle héroïne.
Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.